Bonjour, bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous êtes en forme et que vous gardez le cap durant cette période de confinement. Pour ce nouveau podcast La Soquette Légère, on suit les règles, on est à la maison et grâce à la technologie, mais surtout grâce à sa gentillesse, on accueille notre invitée du jour, la photographe officielle de l'équipe Cofidis, Mathilde Lazou. Bonjour et bienvenue. Bonjour la Soquette Légère et bonjour à tous. Comment ça va Mathilde ? Et ça va très bien, je suis confinée, c'est actuellement mon 33e jour, mais le moral est là, donc tout va bien, j'espère que vous aussi ça va. Eh bien si le moral est là, c'est parfait, c'est plutôt très bon signe. On est avec toi Mathilde pendant à peu près 30 minutes et on va se pencher sur ton activité de photographe et sur la communication d'une équipe professionnelle de cyclisme. Alors pour ceux qui découvriraient, Mathilde Lazou, tu es une femme multicarte dans le monde du sport. Photographie, community management, journalisme, prise d'antenne ou encore traductrice. On te connaît beaucoup en tant que photographe officielle de l'équipe Cofidis, mais ce serait omettre également ton implication dans le tennis, le golf ou encore le rugby, voire même l'athlétisme. D'ailleurs, l'athlétisme que tu pratiques tout au long de l'année, notamment des crosses. En gros, si vous avez une question liée à la communication sportive, vous savez qui contacter. Et en cas de mariage, vous savez également à qui faire appel. Les beaux jours arrivent et une photographe qui sait prendre le cliché au bon moment, ça sert toujours quand on embrasse la mariée. Quoi qu'il en soit, ton expertise n'est plus à démontrer. Des Jeux de Rio en 2016 aux routes du Tour de France, Mathilde Lazou, comment est-ce que tu es arrivée photographe ? Eh bien ça a été un long cheminement, tout a commencé il y a 10 ans. Quand j'ai couvert mon premier Tour de France en tant que journaliste, j'avais 14 ans et je faisais partie des jeunes reporters du Tour de France et on faisait un vrai journal qui sortait tous les 2 jours. Et à l'époque, c'est vrai que j'avais un tout petit appareil numérique, c'était celui de mes parents et ça me rendait folle parce que j'aurais aimé avoir plus de souvenirs de ces 3 semaines. Et petit à petit, je me suis intéressée à la photo, j'ai fait beaucoup d'économies pour pouvoir m'acheter mon premier réflexe. Et après, tous les week-ends, pendant mes études, j'allais sur les courses pour faire des articles, mais aussi des photos parce que je tenais à tout apprendre. Et petit à petit, la photo a commencé à prendre de plus en plus de place, à la fois dans ma vie et dans ma carrière. Et ce qui fait que maintenant, c'est mon activité principale. Et qu'est-ce qui te plaît dans les clichés ? Ce que j'aime dans les clichés, c'est que déjà, ça permet des souvenirs, que ce soit pour la personne qui les prend, mais aussi pour la personne qui est dessus. Personnellement, quand je prends une photo, quand je la regarde des années après, je me souviens du moment, je me souviens des émotions qui s'en dégageaient. Et cette notion d'émotion, c'est très important. Une photo de sport est toujours différente parce qu'un sportif n'aura jamais la même réaction et tous les sportifs sont différents. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui en ressort en fait dans la photo, que ce soit dans un sprint entre le bonheur du vainqueur et la déception du vaincu, les larmes de joie, de détresse, les chutes. C'est tellement beau, en fait, que voilà, pour moi, c'est important de prendre des photos et ce métier est beau pour ça. Tu prends plaisir à te replonger dans les photos ? Oui, vraiment, surtout en cette période de confinement où justement je m'amusais à vraiment remonter dans mes toutes premières photos en 2010-2011 et c'est très drôle en fait de voir des visages qui sont maintenant connus. J'ai retrouvé des photos de Julien Alaphilippe quand il était à l'armée, des photos de coureurs comme Caleb Ewan, comme Mike Tennyson qui étaient inconnus à l'époque et maintenant de les voir au sommet. C'est important aussi de garder cette chronologie et même de voir les progrès en photo aussi. Je vois qu'avant, la technique n'était pas là, la retouche, bon, c'était très aléatoire et c'est bien de voir les progrès aussi. En parlant de technique, évidemment, les appareils photo, le matériel a évolué. Et du coup, est-ce que ça implique une évolution aussi de la prise de photo et du rendu qu'on laisse ? Oui, ça nécessite une remise en question constante, à la fois du matériel, mais aussi de sa propre pratique. Il faut s'adapter à la demande. Et par exemple, la demande fait qu'on a besoin de photos de plus en plus rapidement. Je sais que moi, du coup, j'ai acheté en conséquence des boîtiers connectés au Wi-Fi afin que je puisse envoyer directement les photos à mes employeurs. Par exemple, quand Réseau Serrada avait gagné au Ventoux, j'étais sur place 30 secondes après. Les réseaux sociaux de Cofidis pouvaient publier la photo de la victoire de Rezus parce que j'avais pu leur envoyer en direct. Ce sont des facteurs comme ça qui sont à prendre en compte. Évidemment, il faut savoir être efficace
Et après, il faut toujours quand même garder une part d'artistique pour proposer vraiment des photos différentes. Tu parlais d'innovation, tu évoquais à la Philippe des photos de Caleb Ewan il y a une dizaine d'années. J'imagine que ta technique, ou en tous les cas tes prises de photos, tes clichés, il y a eu de l'innovation, ça a un petit peu évolué, on n'a pas le même angle ou le même regard. Non, exactement. C'est vrai que c'est assez drôle à voir. J'ai jamais pris de cours de photo. C'est vrai que j'ai fait une école de journalisme, donc j'ai tout appris sur le tas et j'ai travaillé mon œil. C'est ce qui est important quand on est photographe, c'est vraiment le regard qu'on porte sur les choses et essayer de le traduire en photo, ce qui est assez difficile. Et j'espère y arriver un petit peu. Moi qui suis hypersensible, je fais très, très attention aux émotions des coureurs et autres. Et je vois que, il y a quelques années, c'était moins le cas. Je me concentrais vraiment sur les gestes très simples, la victoire, le sprint, voilà, tout ce qui est un peu banal, entre guillemets. Maintenant, je fais plus attention à rentrer dans les détails. Je préfère prendre des photos de briefing que des photos d'arrivée. Et c'est ça qui est bien, c'est il y a une perception qui a totalement évolué au fil des années et je pense qu'après chaque photographe a la même vision des choses. On évolue tous en fonction des coureurs qu'on est amené à rencontrer, des courses qu'on est amené à faire et c'est passionnant. Le cyclisme est un sport magnifique, de par les paysages qu'il traverse, de par les situations parfois dramatiques, parfois magnifiques. Il y a une dramaturgie exceptionnelle qui s'écrit au fil des courses et au fil des jours sur le Tour de France, par exemple. Et ce sont ces émotions qu'on aime vivre, qu'on soit spectateur, qu'on soit journaliste, qu'on soit photographe. On est tous admiratifs devant un Thibaut Pinot qui gagne au Tourmalet, devant un Alaphilippe en jaune. Et c'est là toute la tâche, je trouve, du photographe ou de la personne, par exemple, qui avait filmé Madio quand il pète un câble au Tourmalet. C'est d'essayer de faire en sorte que tout cela se retraduise dans les images qu'on prend pour qu'on n'oublie pas ces moments qui nous ont fait vibrer en fait en tant que passionnés, je trouve. Je trouve que oui, c'est l'émotion qui est vraiment le facteur le plus important. Et est-ce que quand on prend une photo, on pense d'abord à soi et à ses émotions, mais également aussi à ce que ça va pouvoir générer chez les personnes qui vont regarder cette photo? Est-ce qu'on prend un petit peu en compte l'avis de notre communauté ou des gens qui vont devoir regarder cette photo ou qui vont être en contact de cette photo? Je pense que c'est très intuitif en fait. Souvent, on doit se focaliser sur les détails et tout va très vite. Une arrivée, ça dure 5 secondes. Les détails qui vont nous marquer, nous, ce sont des détails peut-être que d'autres n'auraient pas vus parce qu'ils ont une autre vision des choses, ils ont une autre sensibilité. Mais eux, ils vont prendre en photo d'autres facettes que nous, on va pas forcément comprendre au début et c'est là que c'est intéressant. Donc oui, on essaye de s'adapter, mais quand on est face à une situation, par exemple un coureur à terre qui est déçu, qui pleure, c'est vrai que j'ai toujours du mal à prendre la photo parce que moi je suis touchée de voir quelqu'un comme ça. Donc il y en a qui vont se rapprocher au maximum du coureur, essayer de le prendre vraiment. Moi, je vais plutôt m'éloigner, prendre 5 à 6 mètres de recul pour pas qu'il me voie prendre la photo et pour par respect en fait tout simplement, mais c'est moi ma vision des choses, je pense que certains ne la partagent pas et ils ont raison aussi puisqu'ils ils ils visualisent la chose autrement et c'est pareil pour une chute. Certains vont moins avoir de scrupules à suivre le coureur et vraiment tout prendre en photo. Moi, par exemple, je vais essayer de le faire de plus loin, encore une fois, vraiment essayer de rentrer dans l'intimité, mais en même temps, c'est quand même un sujet un peu compliqué, alors je reste loin. Mais c'est tout. À chaque fois, c'est un jeu en fait qu'il faut sans cesse adapter. Mais c'est super intéressant parce que cette question de la pudeur et de la distance avec soit la chute ou l'abandon, on se pose toujours la question, oh là là, mais le photographe, il se jette tout de suite dessus. Et c'est vrai que chaque année, et notamment sur le Tour de France, on a des fois ces questions, oh là là, il a mal, mais en fait, tout le monde va le prendre en photo à 1 mètre de lui. C'est vrai qu'on a souvent cette question et ces réactions au mois de juillet notamment. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'après, il faut prendre la photo parce que ce sont des moments importants, surtout quand ça concerne les grandes stars du peloton, parce que ce sont des photos qui vont servir pour les médias, qui vont rester dans l'histoire du Tour. Mais moi, personnellement, c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal, surtout si le coureur, je l'apprécie ou je le connais un peu personnellement. Je vais toujours avoir un réflexe au début attendre voir si ça va quand même avant de prendre, oui, un ou 2 clichés, mais pas plus. Donc, faut pas avoir le droit à l'erreur, mais j'essaye quand même oui, de rester un peu à l'écart et de prendre, ouais, de loin. Éviter de le gêner parce que là, il a autre chose à faire que d'avoir 50 photographes au-dessus de lui à ce moment-là.
Et en tant que photographe, comment est-ce qu'on arrive à se renouveler, à toujours trouver un petit peu l'inspiration? Bah, ce qui est génial, en fait, dans le monde du sport et surtout dans le monde du vélo, c'est que certes, ce sont les mêmes courses tous les ans, bon, sauf cette année parce que la situation est un peu exceptionnelle, mais chaque situation est différente. Ce ne sont jamais les mêmes coureurs, il y a jamais le même contexte. Les spectateurs sont différents sur le bord des routes. Il y a toujours une histoire différente, une trame différente à raconter et il faut le prendre en compte. Un briefing, même si ça peut paraître répétitif, et ce n'est jamais le même parce que les coureurs ne vont pas interagir de la même manière, les directeurs sportifs aussi, et il en ressort toujours des situations passionnantes, en fait. Donc c'est vrai que oui, les gens vus de loin peuvent me dire: «Mais attends, mais ça fait 5 ans que tu fais le tour, c'est pas lassant à un moment donné?» Et au final, on j'ai envie de leur dire: «Non, c'est une histoire qui nous embarque tous les ans et qui change, tous les jours, tous les ans, toutes les éditions, et le jour par contre où je trouverai ça lassant, je m'en irai tout simplement, faire d'autres challenges». En quelque sorte aussi la connaissance du sport, donc la connaissance un petit peu accrue du vélo, de ses détails, de son fonctionnement, ça aide à trouver l'inspiration et à sans cesse innover dans ses photos. Personnellement, je connais très, très bien le monde du vélo, donc c'est vrai que je vais avoir, une attention particulière sur certains détails qui échapperaient peut-être à des gens qui ne connaissent pas du tout, ce milieu. Mais pour avoir, par exemple, commencé, au dans le monde du golf sans rien y connaître et pour avoir fait pour premier événement la Ryder Cup, donc avec Tiger Woods et autres, je connaissais absolument rien, mais j'ai pris des clichés, et c'est vrai qu'aussi le fait de rien y connaître fait qu'on va peut-être, avoir des photos que les spécialistes n'auraient pas pensé à faire parce qu'on n'a pas le recul suffisant parfois. Il nous manque ce recul-là et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut sans cesse se remettre en question, en fait. Ne pas oublier que certains, quand ils vont voir la photo ou les vidéos, ils ne connaissent pas le milieu autant que nous, ils ne connaissent pas les coureurs aussi bien que nous, et c'est là aussi la difficulté du métier. Mathilde, si on se projette en course, qu'est-ce que tu vas photographier? Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu reconnais un petit peu le parcours? Est-ce que tu as des points clés à montrer? Raconte-nous un petit peu ta journée sur une course. Bah, ça dépend vraiment des courses, mais la journée type, entre guillemets, c'est que quand je suis avec l'équipe Cofidis, je me réveille en même temps que le staff, on va petit déjeuner ensemble et après les assistants vont préparer les bidons, les mécanos, les vélos, et moi pendant ce temps-là, je les prends en photo parce que le staff est tout aussi important que les coureurs. On a tendance à oublier ces hommes et femmes de l'ombre, mais sans eux, l'équipe ne marcherait pas et ne tournerait pas aussi bien. Donc je les prends en photo et ensuite j'attends que les coureurs arrivent. Généralement, je vais dans le bus avec eux jusqu'au départ et je reste dans le bus pendant le briefing parce que ce sont des moments importants qu'il faut photographier, et souvent la concentration, la préparation, ce sont des moments assez clés. Ensuite, il vient la signature, donc là, pareil, je les suis, donc souvent, je dois piquer des petits sprints de 400 ou 500 mètres pour les suivre à vélo parce que ils vont plus vite que moi, mais c'est assez drôle. Il faut essayer de capter les moments d'interaction avec le public quand ils signent des autographes, des selfies, les moments aussi où ils rigolent un peu avec le staff, ce sont des moments importants. Et après, ça dépend vraiment de l'étape. Effectivement, je repère souvent sur le roadbook les étapes où je peux aller dans la voiture du directeur sportif, celles où je vais plutôt aller avec le staff, faire des coupes afin de les avoir plusieurs fois, et celles où c'est vraiment compliqué et je préfère assurer, donc je vais directement à l'arrivée. Donc il y a tout ça qui est vraiment important à prendre en compte. Donc voilà, chaque journée est différente en fonction du parcours, bien évidemment. Alors encore une fois, c'est une moyenne. Tu fais combien de photos par course et combien de temps tu mets pour dérocher à la fin? Alors en moyenne, je fais entre 400 à 500 photos par jour. Et je suis assez efficace dans le post, traitement. Je mets en moyenne entre 1 heure et demie à 2 heures pour, traiter les photos parce qu'évidemment, il y a une grande sélection qui s'opère, et au final, j'envoie entre, 60 à 80 photos par jour. Mais effectivement, ça fait du coup de grosses journées, et souvent pendant l'envoi, je vais prendre en photo, les massages ou les mécaniciens qui, vont nettoyer les vélos dans la nuit, et voilà, ça fait aussi des moments importants de l'équipe, et j'en profite pour le faire. C'est plus efficace. Donc c'est-à-dire que l'équipe Cofidis, après chaque épreuve où tu es présente avec eux, dispose environ 60, 70, voire 80 photos. Oui, exactement, parce qu'après,
souvent les réseaux sociaux ou la partie communication de l'équipe s'en sert pour les communiqués de presse, pour les réseaux sociaux raconter l'étape du jour. Mais toutes ces photos qu'on prend, Pauline et moi, puisqu'on est deux photographes, ça sert toute l'année. Ça sert pour les sponsors, ça sert pour présenter les coureurs, ça sert pour les médias également. Et dans une période comme celle qu'on vit actuellement, dans le confinement, ça sert évidemment d'avoir beaucoup de contenu parce que comme ça, les réseaux sociaux peuvent continuer de proposer du contenu inédit et c'est là que c'est intéressant aussi. Donc, je fais en sorte de leur envoyer beaucoup de contenu afin qu'ils puissent comme ça, dans des périodes comme celle-ci ou pendant l'hiver, continuer de publier. Et c'est là que c'est intéressant et ouais, il faut être efficace. On va laisser un petit peu l'appareil photo de côté et on va s'intéresser de plus près à toi et à ta personnalité, Mathilde. Rapidement, quelle est ta plus grande satisfaction? Bah, ma plus grande satisfaction, c'est de d'avoir su rester la même, je pense, au fil des années. J'ai eu la chance de couvrir beaucoup d'événements très jeunes. Quand on fait les JO à l'âge de 20 ans, quand on fait 5 Tours de France, aussitôt, c'est génial, hein, mais j'ai toujours su me rappeler que c'était pas la vraie vie, que c'était des bulles magnifiques, certes, mais ce sont des moments où on vit en dehors du temps, en dehors de la vraie vie. On se fait pas à manger, on se fait pas la lessive. Et souvent, quand les journalistes me demandaient la question qu'est-ce que tu as hâte de faire quand tu repars du tour, je disais très bêtement bah, j'ai hâte de faire mon linge et de me faire des coquillettes. Et ils me regardaient, ils hallucinaient parce qu'ils s'attendent tous à ce que je réponde bah, j'ai hâte de repartir sur un autre événement, mais non, c'est génial de faire tout ça, mais il faut se rendre compte que c'est pas la vraie vie. Et je pense que c'est ça ma plus grande satisfaction. Et à l'opposé, ta plus grande déception? J'ai pas vraiment eu de déception, peut-être des déceptions dans le sens où j'aurais peut-être aimé qu'on me prenne un peu plus au sérieux quand j'étais plus jeune, parce que c'est vrai que je comprends que l'âge soit un facteur important dans le choix pour aller sur des événements ou autres, mais j'aurais aimé peut-être qu'on me fasse un peu plus confiance. Si j'étais envoyée aussi jeune, c'était peut-être pour une bonne raison. Et j'aurais aimé justement qu'on m'accepte comme j'étais, en fait, en étant ouais, une gamine, c'est clair, mais qui avait des compétences dans les réseaux sociaux, dans le journalisme. Et voilà, c'est peut-être juste mon seul regret. Maintenant, je suis en paix avec moi-même, donc ça va. Est-ce que tu as une personnalité qui t'inspire au quotidien? C'est vrai que le fait de côtoyer des sportifs de haut niveau, presque au quotidien, c'est inspirant. J'ai pas de nom particulier en tête, mais c'est vrai que quand vous côtoyez un Elia Viviani qui est champion olympique, qui fait partie des meilleurs coureurs du monde et que vous voyez à la fois son professionnalisme et sa modestie, bah, c'est inspirant clairement parce que c'est là qu'on voit qui sont les grands champions, les vrais champions et que j'ai toujours pris le parti de ne pas les prendre pour ce qu'ils sont. Ce sont pas OK, ce sont des champions d'Europe, ce sont des champions olympiques, mais ce sont des personnes comme nous avec 2 bras, 2 jambes et j'ai toujours essayé d'être sur un pied d'égalité, de pas les prendre pour des stars et de juste de les respecter bien sûr. Mais oui, c'est vraiment impressionnant de les côtoyer tout le temps et voir tous les efforts qu'ils font au quotidien. Est-ce que tu as d'autres coureurs qui t'ont impressionné comme Elia Viviani? Oui, évidemment, c'est vrai que moi j'habite Aix-les-Bains et je suis très proche de coureurs comme Benoît Cosnefroy, comme Aurélien Paré-Peintre, des jeunes coureurs, que j'ai côtoyés chez les amateurs également. Donc le fait de les voir grandir, ça fait toujours plaisir et surtout ils restent les mêmes. Ils n'ont pas que le vélo dans la vie, mais ça ne les empêche pas de performer et vraiment de progresser et je leur souhaite vraiment de continuer dans cette lancée parce qu'ils devraient faire une carrière, de dingue. Mais c'est vrai que du coup, de les voir vraiment dans leur vie personnelle et voir comment ils s'expriment ensuite sur les courses, bah, ça fait plaisir en fait de voir ça tout simplement. Donc c'est vrai que c'est assez inspirant, motivant. Dans une de nos émissions dernièrement, on avait fait une partie complète avec le journaliste Nicolas Pertuis. On abordait les progrès et les perspectives de Benoît Cosnefroy, notamment. Donc c'est très intéressant qu'on fasse de nouveau référence à lui. Et pour terminer, Mathilde, ton talent caché, ce serait lequel? Alors, mon talent caché, je crois que j'en ai 2. Je sais très bien faire les tiramisu.
mon club d'athlétisme en raffole et le deuxième, c'est que je sais très bien danser. Quel type de danse? Oh, un peu de tout, le rock, la salsa, voilà, j'adore danser et c'est peut-être mes 2 talents cachés. Bah, merci beaucoup en tous les cas Mathilde pour ces infos. Vous êtes toujours dans le podcast La Soquette Légère en compagnie de notre invitée Mathilde Lazou, photographe officielle de l'équipe World Tour Cofidis. Dans ce contexte un petit peu de confinement, Mathilde, quels sont les derniers échanges que tu as eus avec l'équipe? Je suis en contact régulier avec l'équipe, que ce soit avec des membres du staff, quelques coureurs, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Tout le monde est confiné, donc on est tous dans la même situation, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Donc c'est vrai que c'est à la fois intéressant de voir comment chacun réagit et on essaye de se soutenir. Et après, c'est vrai qu'on a quand même un lien important qui s'est créé entre les personnes qui étaient bloquées comme moi à Abu Dhabi. Forcément, le fait de passer 10 jours dans un tel contexte, on ne savait pas encore à quel point c'était grave, en fait, cette maladie, ce virus. Et donc, ça nous a soudés. Alors pour ceux peut-être qui ne perçoivent pas de quoi tu peux parler avec Abu Dhabi, début du mois de février, il y a eu l'UAE Tour, une épreuve World Tour. Et la dernière étape de mémoire a été annulée et il y a 4 équipes qui sont restées bloquées, confinées à l'hôtel parce qu'il y avait des risques, en tous les cas il y avait des suspicions de cas de coronavirus qui se sont avérés du coup vrais, notamment pour UAE Emirates. C'est pour ça que le confinement, avant de l'avoir en France, tu l'avais déjà connu au niveau de la péninsule arabique. Mathilde, est-ce que tu peux nous préciser et nous décrire un petit peu comment s'articule le pôle communication au sein de l'équipe Cofidis? Tout d'abord en nous mentionnant, nous précisant combien de personnes composent cette équipe. Alors, il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont rejoint le pôle communication de Cofidis. C'est vrai qu'il y a d'abord 2 attachés de presse qui sont Antoine Grenapin et Delphine Gallet. Antoine est plus souvent sur le terrain que Delphine, qui essaye, elle, plutôt de discuter avec les médias qui ne sont pas forcément sportifs de base. Et du coup, c'est intéressant de ramener un autre public. Ça nous tient vraiment à cœur de le faire. Nous avons ensuite Florent Polaine, qui lui est rattaché directement au sponsor, mais qui du coup manage toute la partie communication, réseaux sociaux, attaché de presse. C'est vraiment moi, c'est mon référent personnellement et c'est vraiment auprès de lui que je me renseigne pour mon programme de course, pour les consignes aussi, qu'est-ce qu'il faut prendre en photo. Et c'est lui qui chapeaute toute la partie GIF, réseaux sociaux. Et ensuite, nous travaillons avec une entreprise qui s'appelle Web Stratégie, qui est basée à Bordeaux et qui s'occupe des réseaux sociaux du Team Cofidis, mais aussi d'autres événements sportifs ou marques sportives. Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils font, puisqu'ils travaillent par exemple également dans la voile. Donc, c'est bien de faire des comparaisons. Donc, voilà, on est une petite équipe, mais qui fonctionne bien. On est bien organisé et ça fait maintenant quelques années qu'on travaille tous ensemble. Donc, c'est intéressant de voir comment chaque année, on essaie de remettre en question notre pratique sur les réseaux, en photo. En photo, on est 2. Il y a également Pauline Ballet, qui est également photographe pour ASO et qui est très connue dans le monde du vélo. Oui, nous sommes en moyenne entre 7 à 8 personnes en communication. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous installez un petit peu des processus pour fluidifier les infos, les communications? Oui, exactement. On a créé un groupe WhatsApp. Dans mon cas, personnellement, pour les photos, où c'est vrai que du coup, généralement, les gens qui gèrent les réseaux sociaux se déplacent, mais pour les plus grosses courses, par exemple Paris-Roubaix, vu que c'est proche de Lille, mais aussi le Tour de France, forcément. Enfin, vraiment les très grandes courses. Et c'est vrai que du coup, quand moi ou Pauline, on se retrouve sur place sur des courses peut-être moins importantes, entre guillemets, on leur envoie des photos prises au portable, on leur envoie des informations aussi que nous, on a sur place, mais que forcément, ils auraient mis plus de temps à avoir. Donc vraiment, on essaye de communiquer au maximum grâce à ce groupe WhatsApp et c'est surtout comme ça que ça fonctionne. Alors, tu évoquais une équipe de 6, 7, 8 personnes voilà, au pôle communication. Est-ce qu'il y a une consigne ou un fonctionnement particulier pour respecter la ligne éditoriale de la communication de l'équipe pour qu'elle reste cohérente sur l'ensemble des supports et des réseaux de diffusion? Oui, il y a 3 mots d'ordre vraiment au sein de la communication de Cofidis qui sont sympa, moderne et conquérant. Ce sont vraiment 3 mots
qui vont rythmer toutes les actions faites sur les réseaux sociaux et dans vraiment ce travail de communication. Et on va également essayer de proposer des contenus qui vont intéresser les purs fans de vélo, mais qui vont aussi cibler le grand public. Essayer vraiment de toucher le plus de personnes possible et de leur faire aimer le vélo. La ligne éditoriale de Cofidis, on veut vraiment essayer d'être sympathique, comme avec les gifs, avec les petites blagues, un ton assez léger sur les réseaux. On est moderne parce qu'on s'adapte évidemment à chaque situation. Là, je vois par exemple que sur les réseaux, vous pouvez retrouver des calculs, des choses pour aider les élèves actuellement qui ne sont pas à l'école. Voilà, on s'adapte. Et conquérant parce que, oui, il ne faut pas oublier qu'on est quand même une équipe sportive et qu'on veut la victoire forcément dans n'importe quelle course. Seule la victoire est belle, comme on dit. Donc on essaie de garder aussi cet état d'esprit-là. C'est important évidemment de le montrer. Alors la ligne éditoriale de Cofidis, donc tu l'as cité, tu l'as mentionné, on parle d'une communication moderne basée sur la sympathie, la proximité avec les coureurs, le fait d'être conquérant, tout cela j'imagine dans le but de maximiser la passion cycliste en quelque sorte, que ce soit auprès des fans, mais comme tu le précises également, vers un public pas forcément avec une appétence vélo. Oui, exactement. La particularité du cyclisme, c'est que chaque équipe a sa base de supporters. Des fan clubs, des gens qu'on retrouve sur toutes les courses et c'est génial de les voir. Mais après, pendant 3 semaines, chaque année, il y a un événement qui surplombe tout et qui permet souvent d'avoir un autre public, c'est forcément le Tour de France. Et le but, c'est vraiment d'attirer ce grand public, pas que pendant le Tour de France. Donc c'est un vrai challenge et que chaque équipe essaye d'avoir, je pense, essaye de réussir. Nous, notre pari, c'est de faire les gifs, par exemple, chaque année. Et c'est vrai que c'est très drôle de voir, par exemple, des stars de télé-réalité sur les réseaux sociaux reprendre des gifs de nos coureurs. Voilà, c'est là qu'on se dit, ah, c'est marrant, ça fait une petite pub en plus. Je pense que eux, en mettant ça sur Instagram ou Snapchat, ils se rendent pas du tout compte de ce qu'ils font et qu'ils ont pris un gif d'une équipe de vélo. Mais quand même, on se dit, c'est bien, ça veut dire que ça marche. Alors on va revenir un tout petit peu plus tard dans la prochaine rubrique sur les gifs. Juste quelques données et quelques chiffres pour nos auditeurs et auditrices. Cofidis, à date, c'est à peu près 3000 membres sur Strava, environ 75 000 followers, que ce soit sur Instagram et sur Twitter, et plus de 100 000 personnes qui vous suivent sur la page Facebook. Tout, un petit peu la ligne éditoriale et tout ce qu'on a décrit, la structuration du pôle communication. Est-ce que, Mathilde, selon toi, c'est une structuration qui est commune et qui existe aussi dans les autres équipes françaises du World Tour ? Oui, on a pu voir que ces dernières années, chaque équipe a pris conscience que la communication était désormais primordiale pour pouvoir faire parler de soi et pour pouvoir garder cette bonne image auprès du public. Donc chaque équipe s'est renforcée. Désormais, tout le monde presque a un photographe ou un vidéaste, a un ou plusieurs attachés de presse, a des responsables réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est, mine de rien, ça devient très important parce que, et encore une fois, on le voit aujourd'hui, le lien qui s'opère sans les courses, ça reste grâce à la communication. Et on continue d'avoir des supporters, on continue d'avoir du monde qui nous suit parce qu'on propose un contenu, on essaye de proposer un contenu léger. Et c'est ce qui compte, je trouve. C'est vrai que dans des situations assez extrêmes comme celle-ci, on se rend compte vraiment de leur importance. Mathilde Azou, j'ai 3 idées reçues à te partager et c'est à toi de me dire ce qu'il en est réellement. Voici la rubrique Le vrai du faux. Le vrai du faux. Vrai ou faux, Mathilde, une période exceptionnelle comme celle que nous vivons avec le confinement, ça pousse impérativement les marques qui sont impliquées dans le cyclisme à communiquer autrement que sur les courses de vélo. Totalement, c'est vrai qu'il faut essayer de trouver une autre manière de faire parler de soi, surtout que vu qu'il n'y a pas de course, il n'y a pas de visibilité pour les sponsors qui restent fidèles depuis de nombreuses années pour les équipes françaises. Et c'est vrai qu'il faut essayer quand même de les mettre en avant, de continuer de faire parler de soi, mais d'une façon positive, tout en montrant l'exemple. On reste chez soi, mais on garde le moral. Et je pense que toutes les équipes françaises en ont compris l'enjeu et proposent des contenus tous différents. Mais oui, c'est vrai. Vrai ou faux, les photos et vidéos sont au cœur de la communication actuelle pour une équipe cycliste. Vrai.
Forcément, c'est important parce que que ce soit dans un journal ou sur un réseau social, la première chose qui va attirer notre attention, c'est pas un titre, c'est pas une légende, c'est la photo ou la vidéo qui va être partagée. Donc forcément, c'est un contenu qui est extrêmement important, surtout de nos jours où la visibilité est de plus en plus cruciale. C'est un enjeu vraiment qui est devenu très important. Donc vrai. Et enfin, vrai ou faux, pendant que Movistar fait une série de 6 épisodes avec Netflix, Cofidis produit des gifs sur les réseaux sociaux. Vrai, j'espère que vous les aimez parce que franchement, on a beaucoup ri en les faisant. Ce sont déjà des journées importantes parce qu'on rigole et ça permet une vraie cohésion. Et ensuite, toute l'année, ça permet de proposer du contenu qui change, qui est assez drôle. Et on prend plaisir à tourner ces gifs et j'espère que vous prenez plaisir à les utiliser. Alors, et ce qui est drôle, c'est que ma phrase n'était absolument pas sarcastique parce qu'il faut savoir que vous avez produit à peu près 500 gifs qui sont vus environ 400 millions de fois par an. Donc c'est vraiment un levier de communication hyper pertinent et très intéressant. Oui, exactement. Au stage de décembre, toute l'équipe de Web Stratégie vient avec tout le matériel. Toutes ces équipes ont préparé ces gifs. Ils ont eu des idées pour chaque coureur, pour chaque groupe. Enfin, c'est vraiment un gros travail. Et après, oui, il y avait un quart d'heure pour chaque coureur, si je me rappelle bien. Ils méritent vraiment que ce soit partagé parce qu'on a été la première équipe française à proposer ce genre de contenu. Et donc, c'est top. Quand on veut envoyer des gifs sur nos réseaux sociaux, nos discussions WhatsApp, Cofidis envahit, j'ai l'impression, 50% de nos gifs à dispo. Donc c'est hyper positif. Et on voit comment une idée plutôt simple, mais quand on met un petit peu l'énergie et l'investissement derrière, c'est une activation marketing qui est très pertinente. Donc bravo pour ça et pour cette réalisation. On approche de la fin pratiquement du podcast La Soquette Légère. Mais avant ça, Mathilde, tu l'as évoqué tout à l'heure en début d'émission, j'aimerais savoir un petit peu quel rapport tu entretiens avec les coureurs de l'équipe Cofidis. C'est vrai que les stages d'avant-saison sont importants parce que c'est beaucoup moins stressant que sur les courses. On a plus le temps d'échanger, de discuter, d'apprendre à faire connaissance. Donc les rapports sont cordiaux. Il faut pas oublier par contre que ça reste des relations de travail, donc il faut savoir garder un peu de recul quand même, mais on vit des choses tellement fortes au cours de la saison que c'est important d'avoir ce lien, de garder un bon lien. Souvent les rapports, oui, sont cordiaux parce on leur parle souvent parce que voilà, on gagne leur confiance petit à petit et ils se rendent compte qu'on est là pour les aider. Je suis la photographe, certes, mais je peux aussi écouter et souvent j'écoute certains et ça leur fait du bien. Et après, on garde un lien sur les réseaux sociaux où on échange, on répond aux stories des autres, voilà. Et face à l'objectif d'une caméra ou d'un appareil photo, comment est-ce qu'on les met à l'aise, les coureurs ? On les met à l'aise en gagnant leur confiance, je pense. Donc maintenant, ça se passe très bien. Il y a une relation de confiance qui s'est développée et c'est aussi leur montrer qu'encore une fois, je suis là pour leur bien, en fait. Eh bien parfait, merci beaucoup pour ces explications Mathilde. On arrive à la fin de ce podcast La Soquette Légère. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, c'était un grand plaisir. Mais on se quitte avec la traditionnelle rubrique « Tu préfères » jingle. Tu préfères. Mathilde, cette rubrique c'est ma préférée, une seule réponse et pas d'argumentaire. Mathilde, tu préfères les classiques de printemps ou les courses à étapes ? Les courses à étapes. Tu préfères les captures de course ou les captures de vie au bus équipe ? Les moments de vie dans le bus, dans l'équipe, vraiment en dehors de la course, c'est le plus intéressant. Je crois connaître la réponse, tu préfères fond blanc ou paysage ? Un paysage. Tu préfères la Ryder Cup en golf ou Paris-Roubaix en cyclisme ? Là, c'est dur, Paris-Roubaix quand même. Et enfin, tu préfères les photos officielles ou les bonnes photos dossiers qui sont difficiles à ressortir ? Je vais dire les photos officielles parce que je suis pas très fan des photos dossiers. Je pense que moi-même j'en ai quelques-unes cachées quelque part. Alors je vais dire les photos officielles. Eh ben c'est noté. Merci encore une fois Mathilde pour ta présence. C'était un vrai plaisir de plonger un petit peu au cœur de la photographie, de ton cœur de métier et du cyclisme. Bon confinement à toi et à très vite sur les routes vélo. J'espère très prochainement.
Chers auditeurs, auditrices, merci de votre écoute. Retrouvez tous nos podcasts La Soquette Légère sur l'ensemble des plateformes de diffusion. N'hésitez pas également à nous suivre et à suivre nos activités sur la page Twitter du même nom, La Soquette Légère. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. D'ici là, prenez soin de vous et restez à la maison. La Soquette Légère.